Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil avec notre premier invité ce matin, le journaliste politique Marc Hainaut à Valeurs Actuelles. Bonjour Marc Hainaut. Bonjour Maud, bonjour à tous. Alors Marc, on parle et on reparle encore de cette, j'allais dire l'heure du bourreau. Voilà, c'est le titre de la dernière une de Valeurs Actuelles, l'heure du bourreau, avec cette merveilleuse photo d'Emmanuel Macron. De qui ou de quoi Emmanuel Macron est-il le bourreau, Marc Hainaut ? Écoutez, de lui-même tout d'abord, de son propre camp, de sa propre majorité, mais également de la France évidemment, puisque on rappelle que si le pays est à ce point bloqué politiquement, c'est d'abord et avant tout de la responsabilité du président de la République, de la responsabilité d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça c'est pour ça que ce terme a été employé. Emmanuel Macron, on dit souvent que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis veulent la destruction de la Ve République et l'instauration de la Sixième. Mais en réalité, quelle personnalité a fait plus de mal à la Ve République qu'Emmanuel Macron et sa politique ? Est-ce que, alors le sous-titre c'est dans la tête d'un président inconséquent, est-ce qu'on arrive réellement à se glisser dans la tête du président de la République, d'Emmanuel Macron, même au bout de 7 ans? Est-ce qu'il est possible de comprendre? On a essayé de comprendre sa stratégie qui finalement s'est avérée plutôt désastreuse pour lui-même. Aujourd'hui, s'il fallait résumer ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous diriez ? Écoutez, vous avez raison, parce que tout cela peut paraître assez incohérent. Il y a une seule cohérence chez Emmanuel Macron, c'est que ce qui se passe dans sa tête, ce qui l'intéresse avant tout, c'est lui-même, c'est la trace qu'il laissera dans l'histoire, et c'est sa propre destinée. Et c'est pour ça, je reviens un petit peu sur le fait qu'il est le bourreau d'abord de sa propre majorité. Il faut quand même se rendre compte mais que ça a été d'une violence extrême, c'est-à-dire qu'on parle d'un groupe politique, on parle du groupe Ensemble, qui pendant 5 ans a été une chambre d'enregistrement pendant le premier quinquennat, qui s'est retrouvé en majorité relative et qui a essuyé des tirs venant des deux côtés, que ce soit du Rassemblement national, des LR, ou de l'autre côté de la part de la NUPES, qui a mouillé le maillot, entre guillemets, pour le président de la République, qui était un homme qu'ils admiraient, qu'ils appréciaient, et du jour au lendemain, Macron dissout l'Assemblée nationale et dit à ces gens-là qu'au fond, l'étiquette politique, il n'en avait pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, il l'a montré avec ce futur gouvernement Barnier. Au fond, LR, LREM, Horizon, Modem, tout cela avait très peu d'importance pour lui. Et la loyauté que les gens aient pu avoir envers lui, au fond, ne l'a jamais beaucoup importé. Et moi, je trouve ça d'une violence incroyable. Justement, le choix de Michel Barnier comme Premier ministre, ce choix, de quoi est-il le signe, le symbole ? Est-ce qu'il y a là aussi une sorte de stratégie ? Est-ce que c'est une façon de dire « j'ai la main définitivement sur ce qu'il reste des Républicains » ou pas ? Il va sans doute, l'Élysée va communiquer pour expliquer que c'est le choix de la responsabilité, que tout cela était voulu et prévu en réalité. Mais l'arrivée de Michel Barnier, cette image de Gabriel Attal s'en allant et Michel Barnier arrivant, c'est porteur d'une incarnation politique incroyable. Quand Michel Barnier dit à Gabriel Attal, c'est bon, je peux placer quelques mots là, il y a vraiment presque le vieux monde qui prend sa revanche sur le nouveau. Et le vieux politique, celui qui a 45 ans, 50 ans d'expérience politique derrière lui, qui dit aux petits jeunes, maintenant c'est gentil, laisse-moi la place, on va essayer de réparer toutes les erreurs que vous avez faites, poussez-vous, maintenant c'est la place aux vieux, quoi. Il y avait vraiment cet aspect-là, il y avait vraiment cette symbolique-là, et il faut voir cette image de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Gérard Larcher, donc les 3 cadors de ce qui reste de la famille LR, arrivés à Matignon avec cette espèce de sourire triomphant de ceux qui ont été privés des affaires pendant 12 ans, et qui ont été battus électoralement, qui ont été battus à toutes les élections depuis 2012, et qui, la porte d'entrée, la porte leur est privée, et donc passent par la fenêtre. Enfin, il y a quelque chose de très, très symbolique, quelque chose de très patent dans cet échec total d'Emmanuel Macron, qui s'est fait dire sur la promesse d'éradiquer le vieux monde, et qui se retrouve à quémander à ce vieux monde de le sauver, quelque part. C'est assez paradoxal. Je sais pas si c'est une très bonne nouvelle pour la France, hein, attention, mais en tout cas, c'est vraiment politiquement, c'est ce qui ressort de cette séquence. Vous avez cité Gérard Larcher qui dit au Figaro: le président de la République devra respecter le Premier ministre. Éric Ciotti vous a accordé un entretien aussi dans ce numéro dans Valeurs Actuelles. Il se dit attaché à la Ve République, d'où la création de l'UDR, symboliquement, c'est même lui qui évoque ce mot, symboliquement, mais à quoi bon convoquer les fantômes de la Ve, à l'heure où finalement les institutions se délitent? On lit donc Gérard Larcher dans le Figaro qui demande au président de la République de respecter le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Matignon, qu'est-ce qu'on se dit réellement? On parlait de ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Michel Barnier? Est-ce qu'il aura réellement les mains libres? C'est difficile à savoir, mais... Oui. Alors, il faut
quand Gérard Larcher dit ça, il y a évidemment un souhait, le souhait du président du Sénat, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État. Oui. Mais il y a aussi une forme de menace parce que ce que les LR ont un seul intérêt dans cette affaire et en tout cas doivent tout faire pour que cela advienne, c'est que ils veulent être sûrs que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il ne s'agit pas là d'une coalition, mais bien d'une cohabitation. Oui. C'est une condition qu'ont mis énormément de cadres LR à leur éventuelle participation à un gouvernement. C'est nous sommes là pour mettre en place au maximum notre politique et nous ne sommes pas là pour c'était une formule du député LR Fabien Di Filippo, je crois. Nous ne sommes pas là pour être la roue de secours d'un macronisme à la dérive. Donc, alors après, il y a quelque chose évidemment. Enfin, LR se donne un peu une position grand prince, mais il y a aussi évidemment un côté totalement inespéré dans ce qui est en train de se passer pour eux. Michel Barnier n'est évidemment pas le premier choix d'Emmanuel Macron. On sait donc il y a eu évidemment l'hypothèse Jussy Castex pour le nouveau Front populaire qui a été très vite écartée. Il y a eu aussi celui de Xavier Bertrand et de David Lisnard, mais Xavier Bertrand, à partir du moment où Marine Le Pen posait son veto absolu, il n'avait plus aucune chance d'arriver Premier ministre, et David Lisnard laisse sous-entendre que c'est parce que son profil faisait peur à ses concurrents LR dans l'optique de 2027. Et donc, finalement, Michel Barnier apparaît vraiment comme un troisième choix. Mais après, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel dans cette cohabitation, entre guillemets, c'est que rien ne pourrait être fait, rien ne pourrait être voté, rien ne pourrait être mis en place sans l'accord conjoint du groupe ensemble mené par Gabriel Attal et du Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est pour ça que il y a une forme de soulagement dans les institutions du fait d'avoir trouvé un Premier ministre. Maintenant, la deuxième tâche qui s'annonce encore plus rude que la première, ce sera de composer un gouvernement. Et la troisième, encore plus difficile, ça va être de mettre en place une politique et de ne pas tomber à la première motion de censure. Alors vous évoquiez David Lisnard, à qui vous consacrez aussi quelques feuillets dans ce numéro, le maire de Cannes, président de l'association des maires de France. Il donne l'impression, David Lisnard, d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. On ne sait pas bien quelles sont ses ambitions. On a l'impression d'un homme qui n'ose pas. Vous le connaissez peut-être davantage. Comment il est, David Lisnard ? Alors, dans la rédaction, je ne suis pas celui qui le connaît le mieux, mais j'ai vu que c'est Quentin Auster, je crois, qui a mené c'est Quentin Auster qui est le vrai lisnardologue de la rédaction. Mais en tout cas, de ce que je comprends, David Lisnard, c'est quelqu'un qui a commencé maire de Cannes, qui a été élu président de l'Association des maires de France et qui bénéficie d'une médiatisation et d'un aura politique national, somme toute, très, très récemment. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en déficit de médiatisation, en déficit de célébrité, en quelque sorte. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, ne cache pas ses grandes ambitions. Il était sérieusement en lice pour Matignon, très, très sérieusement. Des facteurs extérieurs ont fait, des facteurs sans doute politiques ont fait qu'il n'a pas été le choix retenu. Mais David Lisnard n'a jamais fait mystère de sa grande ambition. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, à suivre en tout cas en 2027, puisqu'apparemment ses ambitions. Il y aura du monde. Oui, jusque-là, justement, en fait, c'était l'une de mes questions. Il va y avoir plusieurs candidats de droite sur la ligne de départ. On n'a pas encore les noms, on en a quelques-uns. Enfin, on peut citer Marine Le Pen, évidemment. À droite, on ne sait pas vraiment. On sait qu'il y aura Édouard Philippe, qu'on n'arrive pas tellement à catégoriser. C'est plutôt la suite logique d'Emmanuel Macron. Qu'attend l'électorat de droite, selon vous ? C'est une excellente question que vous posez là. Alors, il y a quand même une candidature qui avait été plus ou moins officialisée à demi-mot, c'était celle de Laurent Wauquiez. Oui. C'est toujours cette histoire du deal un petit peu passé à l'époque avec Éric Ciotti, à toi la présidence du parti, à moi la candidature pour l'Élysée. En tout cas, c'était les bruits qui circulaient. Ouais. La trajectoire politique d'Éric Ciotti a rendu ce deal plus ou moins caduc, comme vos auditeurs ont pu s'en apercevoir. Mais en fait, c'est tout le paradoxe des Républicains, c'est qu'ils se prennent veste sur veste électoralement depuis 2012. On voit leur groupe parlementaire à l'Assemblée fondre d'élection en élection, mais du fait de la réticence pour l'instant de l'électorat français à élire, à confier le pouvoir au Rassemblement national, les LR apparaissent comme une espèce de choix par défaut, quelque part, qui répondent à l'aspiration du peuple, de l'électorat qui quand même aspire à un gouvernement plus à droite, mais qui en même temps ne fait pas cet office d'épouvantail que peut encore avoir le Rassemblement national. Donc c'est le paradoxe LR finalement, c'est que en fait, ils reviennent au pouvoir envers et contre tout, et envers et contre même l'électorat. C'est ça qui est assez paradoxal. Ouais. C'est là effectivement où la question de la Ve République se pose. C'est est-ce que la Ve République, est-ce que peut fonctionner avec ce mode de scrutin aux législatives ? Évidemment, la réponse est non. Et je pense qu'il y a
plupart des groupes politiques l'ont fait savoir à Michel Barnier, ce serait une première mesure à prendre, ce serait de refaire de ce scrutin, par exemple, un scrutin totalement proportionnel, pour débloquer la situation à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, en tout cas, le RN aujourd'hui semble s'être imposé dans le projet politique de Michel Barnier, même s'il faut attendre évidemment le discours de politique générale. Il faut attendre aussi la fondation du nouveau gouvernement. La création potentielle, enfin la recréation potentielle d'un ministère de l'immigration, c'est une victoire pour le Rassemblement national ? Alors, c'est compliqué. Alors, en tout cas, Jordan Bardella ne l'a pas spécialement salué. Il avait réagi en disant que le ministère de l'immigration existait déjà, que ça s'appelait le ministère de l'Intérieur et qu'il suffisait juste d'appliquer la loi. Oui. Et effectivement, je pense que le Rassemblement national, Marine Le Pen, est trop expérimentée pour tomber dans le piège de se réjouir, entre guillemets, puisque le ministère de l'immigration, c'est pas nouveau. Nicolas Sarkozy l'avait mis en place en 2007 pour le confier à une prise de guerre socialiste, entre guillemets, en la personne d'Éric Besson. Donc, la ficelle est un peu grosse. Symboliquement, c'est effectivement important, mais la ficelle est un peu grosse et dans les faits, ça ressemble surtout à un artifice de communication, une sorte de gage donné à ses soutiens les plus à droite. Mais dans l'absolu, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal quand on voit les électeurs du Nouveau Front Populaire qui expliquent à corps et à cri qu'ils ont gagné les élections législatives et en lieu et place du SMIC à 1 600 €, on leur propose un ministère de l'immigration. En tout cas, ça prouve que Michel Barnier ne compte absolument pas sur la gauche, sur les voies de gauche pour gouverner, loin s'en faut. Oui. D'ailleurs, la gauche a annoncé qu'elle ne figurerait pas dans le gouvernement de Michel Barnier. Quels sont les enjeux de ce nouveau gouvernement ? Enfin, Michel Barnier va devoir donc nommer des ministres à des postes. On évoque déjà certains ministres qui resteraient. Je pense à Gérald Darmanin, à Dupond-Moretti, à Rachida Dati. Est-ce que c'est officiel, ça, par exemple ? Non, il y a évidemment strictement rien d'officiel. En fait, Michel Barnier, dans l'absolu, a fait savoir qu'il n'était pas évidemment opposé à nommer des ministres de gauche, mais dans la mesure où l'intégralité du Nouveau Front Populaire explique que de toute façon, ils voteront la motion de censure, Michel Barnier peut toujours prendre un ou deux ministres de gauche pour la symbolique, mais en réalité, comme il ne pourra absolument pas compter sur les voies de la gauche pour faire passer sa politique, il n'a aucun intérêt politique, du coup, à le faire. Et la suite de votre question, Maud, excusez-moi. C'était alors alors attendez, le PS ne figurera pas, la gauche ne figurera pas dans ce gouvernement. Quels sont les enjeux de ce gouvernement pour Michel Barnier ? Ça va être tout l'enjeu et toute la difficulté de Michel Barnier, c'est de mener un gouvernement qui ira du centre gauche de l'hémicycle, donc des macronistes de gauche, au Rassemblement national. Ce qui, sur le papier, paraît totalement impossible et totalement infaisable. Oui, ça tiendra pas. En tout cas, une des hypothèses qu'on peut retenir, c'est que potentiellement le RN montrant un sens des responsabilités, affectant en tout cas un désir de se notabiliser, de gagner la confiance des institutions, entre guillemets, pourrait par exemple permettre le vote d'un budget à un moment donné. Donc on peut penser que le gouvernement Barnier raisonnablement va tenir à aller, soyons fous jusqu'à Noël, mais qu'une fois que le budget sera passé et la survie de l'État et les salaires des fonctionnaires assurés, il est à craindre que dès cet hiver, on retombe dans cette espèce de guerre à la recherche d'une majorité introuvable. Parce que en l'état, tout cela n'a en réalité pas changé. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune majorité dégageable à terme, quelles que soient les combinaisons, les cas de figure. Ouais. Vous parliez de motion de censure. François Hollande a été interrogé à ce sujet-là. Je vois que vous avez écrit un papier au sujet de François Hollande. Passionnant, il s'est exprimé passionnant, François Hollande. Mais justement, est-ce qu'il a un poids, sans vilain jeu de mots ? Est-ce qu'il a un poids, François Hollande, dans la vie politique, dans l'actualité politique ? Il y a un grand paradoxe, encore une fois, chez François Hollande, c'est que François Hollande est à la fois le responsable de l'élection d'Emmanuel Macron et de la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est très paradoxal de voir la gauche compter un peu sur lui pour barrer la route à ces deux personnalités, dans la mesure où il en est le créateur involontaire. François Hollande, c'est assez amusant parce que déjà il est revenu en politique de manière totalement improvisée. C'était absolument pas prévu qu'il revienne de cette manière-là. C'est juste qu'il a, contrairement à Édouard Philippe, il a vu le train passer, il a compris qu'on était dans le money time, pardon pour l'anglicisme, et que s'il ne prenait pas ce train, il n'y en aurait plus derrière. Donc il y a vraiment
cette espèce de décision subie de se lancer en politique qui manquait pas d'un certain courage, puisque Hollande, il risquait les 2 défaites sur ce plan, se représentant en Corrèze, il risquait la défaite politique et la défaite personnelle, c'est-à-dire se faire désavouer politiquement et en plus sur son territoire. Donc, toute considération mise à part sur la personnalité, sur le bien ou mal qu'il a fait à la France, bien évidemment. Mais on pensait que François Hollande, justement, était attendu pour s'opposer frontalement à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'un ancien président de la République, ça pèse quand même politiquement, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Sauf qu'il était plus intelligent que ça. Au lieu d'entamer une guerre directement, au lieu de prendre la tête, par exemple, des dissidents du Parti socialiste, des ligne forte, c'est-à-dire contre le fait de s'inféoder à Jean-Luc Mélenchon. Il a joué le jeu. Il a joué le jeu du nouveau Front populaire depuis le début. Il a soutenu la candidature de Lucie Castet. Comme me le disait un de ses amis, il n'a pas manqué sans doute de dire tout le bien qu'il pensait Emmanuel Macron de Bernard Cazeneuve, mais que politiquement, il ne pouvait pas s'opposer à la candidate du nouveau Front populaire. Donc, il a fait le choix de soutenir. Le but pour lui, ça va être de s'emparer du Parti socialiste dans son intégralité. Et c'est aussi, encore une fois, un débat en interne, puisque certains pensent qu'il n'est que par le Parti socialiste qu'il peut retrouver le pouvoir, et certains qui pensent que pour Hollande, le problème, c'est la direction du PS, alors que le véritable problème, c'est le PS tout entier, en quelque sorte. Donc, en tout cas, si François Hollande est revenu à l'Assemblée nationale, si François Hollande est revenu en tant que député de Corrèze, c'est parce qu'il compte bien se relancer en politique, et je pense qu'il nourrit effectivement de grandes ambitions. Ce n'est pas un hasard qu'il publie à la rentrée un gros volume qui est intitulé L'histoire de la gauche. Il a compris que le débat se passerait sur les idées, que face à un Jean-Luc Mélenchon qui sait convoquer comme personne l'âme et les vieux démons de la gauche, François Hollande a compris qu'il fallait aller l'affronter sur ce terrain-là. Et donc, il y a vraiment les prémices d'un grand duel qui sont en train de s'esquisser. Alors, encore une fois, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France ? On ne sait pas, mais en tout cas, politiquement, c'est très intéressant. Donc François Hollande envisage d'une certaine manière de ressusciter la gauche, qu'il l'aurait tué lui-même selon Christophe Barbier. Est-ce que vous partagez ceci ? Absolument. En fait, on ne peut pas comprendre les 2 quinquennats, pas le quinquennat et demi d'Emmanuel Macron, sans comprendre qu'il est intrinsèquement lié à celui de François Hollande. La loi, toute la deuxième partie en fait, Hollande n'a été de gauche que 1 an et demi. Le temps de dire je vais mettre la finance internationale à genoux et passer de mariage pour tous, le marqueur économique et le marqueur du progressisme sociétal entre guillemets. Et après, ça a été une loi de destruction du travail et de l'économie. La loi travail de Myriam El Khomri a fait hurler la gauche. On se rappelle de la charge du patron du groupe communiste qui a hurlé à l'Assemblée que François Hollande en finissait avec le Front populaire, notamment avec le principe de faveur qui a été enlevé de la loi travail et qui était une des conquêtes du Front populaire de 1936. Enfin, François Hollande a été très très loin. L'électorat de droite s'en rend peut-être pas très bien compte, mais François Hollande a été très très loin dans l'hérésie à gauche, entre guillemets, dans l'abattage des idoles au profit du capital. Et le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a été réellement que la continuité totale de la deuxième partie du quinquennat de François Hollande. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'essaye de faire François Hollande, c'est d'en finir justement avec le François Hollande qui a trahi la gauche et essayer de redevenir le François Hollande de gauche qui a lui-même été trahi par Emmanuel Macron. C'est une tentative de changement, d'inversion du récit, en quelque sorte, qu'essaye d'opérer François Hollande, mais l'électorat a démontré qu'il savait très bien être amnésique, alors pourquoi pas pour un tel scénario marcher. Marc Hainaut, un dernier nom qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, celui d'Édouard Philippe, qui lui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle 2027. Vous l'avez comprise comment cette annonce un peu prématurée quand même ? Déjà où est l'annonce ? Tout le monde l'avait compris. Je pense que Édouard Philippe se présentait à l'élection présidentielle, c'est un mystère pour personne, et je pense que même chez des personnes peu politisées, c'était une information qui était quand même plus ou moins comprise. En fait, on comprend l'intention de le pays est en pleine crise, il manque un cap, un chemin, et j'arrive tel le général de Gaulle proposant une solution pour débloquer politiquement le pays. Mais dans les faits, on ressent un peu cette espèce de malaise qu'on a eu lorsque Nathalie Loiseau a fait une fausse déclaration de candidature spontanée face à Marine Le Pen sur un plateau de France 2 où Marine Le Pen était là. Enfin, c'est une caméra cachée. Enfin, il y avait un espèce de malaise. En fait, ça n'était ni spontané, ni juste, ni à propos. Donc, à part les cadres d'Horizon, personne n'a vraiment salué cette candidature. Et d'ailleurs, elle a été traitée comme un non-événement. Enfin, l'actualité politique était telle, on était en pleine nomination de Michel Barnier, en pleine proposition de gouvernement. Il n'y avait absolument pas d'espace médiatique pour une déclaration de candidature à l'élection présidentielle, en plus de la part de quelqu'un qui est sur le même créneau politique que Michel Barnier.
Merci beaucoup Marc Hainaut. Je rappelle à nos Merci à auditeurs que vous. vous êtes journaliste politique à Valeurs Actuelles et j'invite nos auditeurs naturellement à se procurer ce numéro, l'heure du bourreau, et à acheter de façon hebdomadaire votre journal évidemment. Merci Marc Hainaut.